partir de maintenant, on va jouer à ce petit jeu de « Et si la France sortait de l'euro ?» C'est dur de vous répondre parce que comme je ne crois pas au scénario et que je ne l'imagine pas, je ne sais pas répondre en situation. On n'a pas de repère. C'est-à-dire qu'on ne nous a jamais donné la clé, le manuel qui va nous dire quand un pays sort de la zone euro, voilà ce qui va se passer. On est déjà dans une zone d'incertitude, mais avec une sortie de l'euro, on rentre dans une zone de grande incertitude. D'une certaine manière, ce type d'exercice au plus haut niveau de l'État, il existe tous les jours. Alors, imaginons que la France sorte de l'euro. Que se passerait-il concrètement? Quelles seraient les conséquences sur notre économie? À quoi ressemblerait notre vie quotidienne? Mes témoins ont accepté de se prêter à l'exercice et de se confronter à ce scénario de sortie de l'euro. L'histoire commencerait ici, à Bruxelles, la capitale politique de l'Europe. Des services de communication muets, des mines fatiguées, une ambiance pesante. Le sommet de la zone euro, convoqué en urgence, traduit bien l'état de sidération des chefs d'État et de gouvernement des 19 pays membres. Dans notre hypothèse, Matteo Renzi, le président du Conseil des ministres italien, vient demander à l'Europe le sauvetage de son pays, contraint de reconnaître son impuissance face à l'ampleur de la crise italienne. Qu'est-ce que l'Italie demande? L'Italie demande seulement du respect. Il ne s'agit pas de demander une position spécifique ou une autre. Il s'agit de demander le respect. Et particulièrement envers un pays fondateur comme le nôtre. À l'origine de cet appel au secours, la faillite, quelques semaines auparavant, de 4 banques italiennes particulièrement fragiles, celles qui n'avaient pas réussi les tests de résistance de la Banque centrale européenne en octobre 2014. Par contagion, le système bancaire italien tout entier s'est effondré. Les sommes que les Européens devraient injecter pour sauver la 3e économie de la zone euro sont colossales. L'Europe n'en a juste pas les moyens. Il faut dire que l'on parle de 300 milliards d'euros, 3 fois plus que pour sauver la Grèce en 2011. En Italie, une crise politique et sociale éclate et menace de balayer Matteo Renzi. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé aujourd'hui dans les rues de Rome pour protester contre la politique d'austérité du gouvernement. L'image que nous donnons au monde est terrible et l'image que nous avons de Noël aussi est terrible. Beppe Grillo, chef du parti 5 étoiles, que tous les sondages prédisent déjà prochain leader du Conseil italien, annonce clairement ses intentions pour sortir de la crise. Il y a déjà 37 milliards d'euros qui sont sortis du pays en un mois, qui se sont barrés à l'étranger. Et moi je lance un appel à Renzi. S'il te plaît Renzi, continue comme ça. Dépêche-toi, fais exploser ce putain de pays, comme ça finalement on verra clair dans ton petit jeu de destruction de ce pays. Nous devons sortir de l'euro le plus tôt possible. Et si l'Italie décidait de sortir de l'euro? Et si la France devait la suivre? Ce film raconte la déconstruction d'un système économique et monétaire que nous avons mis 22 ans à construire. La monnaie unique offrira plus d'emplois, plus de croissance. Et c'est à vous, Français, à vous qui avez voté oui à la France, oui à l'Europe, oui à l'espoir, que va d'abord ma gratitude. Plus de 300 millions de personnes vont utiliser la même monnaie dans une zone qui s'étend au-delà de Lisbonne, de Helsinki, de Dublin et d'Athènes. Et nous créons ainsi la 3e grande zone monétaire au monde. Nous devons opposer une solidarité sans faille à tous ceux qui doutent de la viabilité de l'euro et qui spéculent sur son éclatement. Cette commission sera la commission de la dernière chance. C'est le grand enjeu de l'Europe. Si elle n'est pas capable d'offrir un espoir à la génération qui vient, les peuples se détourneront de l'Europe. Choc,
Séisme, déchirure, les mots peinent à décrire l'événement. L'Italie, la troisième puissance économique de la zone euro, a annoncé ce matin l'abandon de l'euro pour retrouver la lire, immédiatement dévaluée de 25%. L'Italie qui sort, ce sont les autres pays maintenant de la zone euro réputés fragiles qui sont menacés, l'Espagne, le Portugal, mais aussi la France. Alors, quel sera l'impact de la sortie de l'Italie sur notre pays? Quelles en seront les conséquences économiques, politiques et sociales? Nous y consacrerons l'intégralité de cette édition. La sortie de l'Italie est une nouvelle catastrophique parce que c'est la preuve que l'euro n'est pas capable de régler ses problèmes les plus difficiles. Le fait qu'un pays sorte dans des conditions assez cataclysmiques parce que faire une monnaie, tout ça, montre que, après tout, d'autres pays pourraient le faire puisqu'il y en a un qui l'a fait. Si un pays lâche la rampe et si les autres ne se mettent pas ensemble pour le rattraper, l'image de la cordée d'alpiniste est la meilleure. Si on ne rattrape pas celui qui tombe, on tombe tous. Ce matin à 9 h, à l'ouverture des marchés financiers, les investisseurs vont, comme toujours, être les premiers à réagir. C'est un premier maillon qui a sauté, on va regarder quel est le suivant et on va déjà penser risque de contagion. Quand on est face à un inconnu, on a, je dirais, ce qu'on appelle l'aversion pour le risque. C'est-à-dire que d'un seul coup, on réagit, je dirais, on veut prendre aucun risque. On veut aller à l'endroit où on est sûr qu'on ne va pas perdre son argent, on est à un endroit où on ne va pas perdre en capital. On ne va pas acheter des actions, on ne va pas prêter à long terme à l'État français. Là, on a un pays qui sort, donc on va avoir sûrement une séance très violente. L'attaque spéculative sur les valeurs françaises est en effet violente, massive. Tous les investisseurs cherchent à se débarrasser des actions d'entreprises françaises et des titres de dette de l'État. Le CAC 40 plonge, les ordres de vente s'accélèrent, très vite, il n'y a plus d'acheteurs. On décide à la hâte de clôturer les marchés. France Info. Jean-Pierre Gaillard, il est 16 h. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre ? C'est l'arrêt des cotations. On arrête les cotations pour pas que des excès soient commis, que ça parte dans tous les sens. Je ne sais pas ce qui va se passer et quand on va pouvoir reprendre les cotations. On ne pouvait pas y croire. Or là, ça y est, c'est arrivé et c'est effectif. Oui, c'est catastrophique, oui, je le dis. On est dans la phase panique, donc on n'est pas dans la phase réflexion. Peut-être après, on essaiera d'évaluer les dégâts, d'évaluer les conséquences, de faire des scénarios économiques. Là, on est dans la phase un petit peu réaction de court terme, sans grande réflexion et surtout de désengagement de la zone euro. L'Europe, elle est une nouvelle fois devant des choix cruciaux au moment même où je m'exprime. Et la France s'interroge dans un climat de défiance lourd sur son avenir. Il n'a pas fallu plus de 24 heures pour que la classe politique dans son ensemble digère le retrait italien et envisage les conséquences pour la France. Va-t-on nous aussi sortir de l'euro? Doit-on sortir de l'euro? La situation est difficile et la symbolique, et non seulement la symbolique, mais la réalité de voir un pays sortir de l'euro est évidemment extrêmement grave et on aurait dû tout faire pour éviter cela. Mais voilà, nous n'avons plus le choix et donc maintenant, en France, nous devons être suffisamment courageux pour prendre les mesures qui nous permettent de rester avec la partie la plus développée de l'Europe plutôt que de basculer vers le groupe des plus mauvais. Est-il encore possible, à l'heure où on parle, de maintenir malgré tout la cohésion de la zone euro? Il faut en discuter notamment avec l'Allemagne. De droite ou de gauche, pro-européens, nombreux sont ceux qui redoutent la sortie de la France de l'euro. François Baroin décide alors de rendre public le rapport secret Black Swan, commandé à Bercy en 2011, au plus fort de la crise grecque, alors qu'il était ministre de l'économie. Un rapport qui chiffrait précisément le coût d'une sortie de l'euro. La conclusion était assez simple, c'est une évaluation de 20 à 30%, c'est une montée pour la France de sa dette à 130%, c'est une perte de pouvoir d'achat de l'ordre de 20 à 30% pour les salariés. On avait calculé également que c'est la disparition dans le secteur marchand d'1 million d'emplois immédiatement. C'est, si l'État n'intervient pas, c'est-à-dire en gros si l'État ne nationalise pas les banques, un éclatement du système bancaire. Ça, c'est pour la partie, je dirais, paisible et aimable du dispositif. Et il y a toute la partie que l'on ne maîtrise pas, qui est la spéculation mondiale et qui est la réalité de l'éclatement d'une monnaie aussi forte que l'euro dans une économie mondialisée et globalisée comme nous l'étions déjà en 2011. Pour le groupe Union pour un mouvement populaire, vous avez la parole, Monsieur Baroin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse... Fort de ce rapport Black Swan,
François Baroin, désormais sénateur, exhorte le chef de l'État et tous les Français à s'accrocher à l'euro. Mais pour d'autres, la sortie de l'Italie représente une véritable opportunité pour la France. C'est quoi votre première impression ce matin? Que de temps perdu à attendre cet heureux événement. Que de temps perdu, de souffrance, de chômeurs, alors qu'enfin l'Italie va pouvoir respirer et vivement que la France ait le courage de faire de même. Il faut arrêter avec la dramatisation. Ce ne sont que les banques qui ont peur, bien sûr, parce qu'elles vont gagner moins d'argent, certains rentiers, mais pour la grande majorité de la population, c'est un soulagement. Et enfin, on va retrouver notre liberté vis-à-vis de l'Allemagne, et ce n'est pas à l'Allemagne de dicter sa loi à la France. Le retour à une monnaie nationale, d'abord, c'est une question de souveraineté, car un État, c'est une loi, une monnaie, un territoire. Nous y avons droit à cet élément de notre souveraineté. Et deuxièmement, c'est un moyen pour retrouver la voie de l'emploi, de la croissance et donc de l'augmentation d'un pouvoir d'achat qui est terriblement bas aujourd'hui. À partir du moment où le gouvernement français sera confronté à la décision du gouvernement italien de quitter la zone euro, le gouvernement français n'aura pas d'autre choix que de quitter lui aussi la zone euro. Bien sûr, le débat pro ou contre la sortie devient national. Bien sûr, le pays entier ne parle que de ça. On a un tout petit peu de temps pour réagir. L'Italie a annoncé sa décision juste après notre bouclage. On a donc quelques jours pour la semaine prochaine. Et donc il faut dépasser le cas italien quand on est un hebdomadaire. Et nous titrerons sans doute la semaine prochaine « Sauvons l'euro ». Est-ce que cette question va dominer tous les autres sujets dans les mois qui viennent ? Incontestablement, on est en train de vivre un choc comme on n'en a pas connu depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire un événement historique qui réécrit complètement l'histoire de l'Europe, qui redistribue les cartes pour tous les pays de l'Union européenne et notamment ceux de l'euro. Donc oui, on va en parler dans ce journal pendant au moins 3 ans, c'est-à-dire pendant au moins la période qui nous sépare de la présidentielle française et du renouvellement en Allemagne du pouvoir. Désormais, le sujet majeur unique de la politique nationale française, c'est quelles sont vos solutions pour l'euro et pour l'Europe. Ça va trier parmi le personnel politique parce qu'on voit ceux qui ont des choses à dire et ceux qui ne tiennent pas la route. Depuis 3 jours, les Français n'ont jamais autant entendu parler de monnaie, de dévaluation compétitive, d'inflation importée. Ils s'inquiètent. Et si la France, elle aussi, abandonnait l'euro ? C'est pas la grosse sérénité en France. C'est inquiétant, mais c'est ça l'euro. Hein. Je suis en train de voir s'il faut changer le placement avec acheter de l'immobilier, déplacer, je sais pas. Très vite, la question est sur toutes les lèvres. Comment conserver son épargne si tout tourne mal ? D'autant plus qu'en Europe, les Français sont dans le trio de tête de ceux qui épargnent le plus. Cette année, comme les précédentes, les Français ont épargné presque 16% de leurs revenus, placés en immobilier ou en épargne financière. En 2014, celle-ci a atteint le record de 4 000 milliards d'euros, l'équivalent de 2 fois la dette de la France. Avec presque 40% de ce montant, l'assurance vie est le placement préféré des Français. Installez-vous, je vous en prie. Si bien. Patrice Amance s'occupe du patrimoine de ses clients, mais aussi de leurs inquiétudes. Merci de me recevoir. Je vous en prie. J'imagine pourquoi vous êtes là. Mais oui, je voulais vous voir parce que l'actualité est un petit peu chaude en ce moment. Enfin, tout le monde parle que de ça un petit peu partout dans la presse et les médias. Je me demande bien comment on pourrait anticiper donc ce retour au franc. Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence pour prendre le moins de risques. Alors, voilà. Pas prendre de risques, c'est assez compliqué de le préciser aujourd'hui, mais d'essayer d'en prendre le moins possible. On va parler du livret A, du LD2 par exemple, des petits comptes que vous avez à la banque. Ça, ce sont des liquidités qui sont aujourd'hui libellées en euros, qui demain vont être libellées en francs. Donc là, forcément, c'est une dévaluation de 20-30%, votre épargne va s'amaigrir. Il faut en sortir au maximum. Donc en sortant du bureau, la première des choses, vous avez un guichet en face, vous allez commencer à retirer le maximum d'euros. Vous pouvez aussi, par le biais de la banque, tant que cela fonctionne, acheter de l'or. L'avantage de l'or, c'est que c'est la valeur refuge et c'est une valeur internationale qui, elle, n'aura pas de déperdition. Ça, vous encourageriez aussi à investir peut-être, à transformer une partie des du cash, de l'or, sur ce qu'on peut sortir, sur vos liquidités qui sont présentes en banque aujourd'hui. Éventuellement, d'accord. Voilà. Ça, dans un premier temps. Et ensuite, il va rester effectivement, par contre, le support d'assurance vie. La première des choses, puisqu'elle est aujourd'hui déposée en France, il faut absolument faire un rachat total du contrat.
On a mis en place un transfert possible sur du contrat luxembourgeois. Et on va prendre du 100% libellé en devises étrangères. Vous conseillez un sauf qui peut, en fait? Aujourd'hui, oui. Je conseille un sauf qui peut, oui. Oui, c'est la valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter à nos clients. Parce que s'il ne se passe rien, qui peut le prévoir? Mais s'il se passe quelque chose, à partir du moment où les gens nous ont sollicité, quel risque je peux me permettre de prendre plutôt que celui d'anticiper? Mon objectif, c'est avant tout de protéger voilà, le petit patrimoine que j'ai pu me constituer et de faire en sorte que ce patrimoine, il ne disparaisse pas et que je puisse dire à mes enfants, ben voilà, j'ai travaillé, j'ai fait ça, j'ai constitué ça, c'est aussi pour toi. Donc non, je pense qu'on est en droit de réagir, au contraire. Si tout le monde fait ça, c'est pas très civique, quoi. Vous faites partir l'argent de la France. Vous faites quoi avec votre argent? Excusez-moi, mais aujourd'hui, ils ne vont pas sortir tout leur placement de la France. C'est juste de faire un aller-retour le temps que la crise passe, oui, tout à fait. Le comportement des dirigeants d'entreprise suit la même logique. Anticiper le passage éventuel au franc et s'en prémunir. Notre trésorerie, cette cagnotte de l'entreprise, hein, quand on en a une, on va immédiatement la transformer dans une valeur refuge, dans une monnaie qui va nous paraître rester stable, probablement le dollar. Et donc, on va voir s'effectuer immédiatement la fuite des capitaux. Vous avez une entreprise, vous ne pouvez pas dire par patriotisme faire l'autruche. On attend de vous que vous preniez vos responsabilités qui vont être effectivement de protéger la valeur de votre entreprise, bien sûr. S'il n'y a rien d'illégal à vouloir retirer son épargne ou sa trésorerie, vider et transférer ses comptes, un problème se pose tout de même pour les banques, et il est de taille. On ne peut pas redonner tous les avoirs à tout le monde au même moment, alors que l'argent est prêté ailleurs, précisément. Or, ils sont prêtés à 6 mois, à 5 ans, à 3 ans. Si les banques sont une épargne qui veut fuir, elles ne peuvent plus financer les projets. Et ça donne des conséquences en chaîne qui sont très très difficiles à supporter. Ça, si les banques sont plus là pour le faire, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de développement. Le risque, c'est donc une banque qui restreint ses crédits aux particuliers et aux entreprises, autrement dit, un blocage total de l'économie. La Banque centrale européenne, qui supervise et contrôle les banques de la zone euro, est appelée à la rescousse. Mario Draghi, son président, réitère son engagement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les banques françaises. Monsieur Draghi a fait cette conférence de presse pour vraiment insister sur le fait que c'était un cas particulier, qu'il fallait vraiment insister sur cet élément-là. La BCE a un rôle important, c'est qu'elle apporte des liquidités aux banques pour éviter qu'une banque soit vraiment en très grande difficulté et doit fermer ses guichets, doit fermer ses distributeurs de billets. Hein. Ça accentuerait la panique. On sait que le système bancaire marche sur la confiance et on sait qu'à partir du moment où il y a une banque de la zone euro qui va dire « je ne peux pas rembourser, je ne peux pas vous donner, vous rembourser ce que vous avez déposé auprès de moi », ça aura un effet contagion et ça aura un effet, ce qu'on appelle un bank run. Hein. Faut pas être le dernier à sortir dans ces cas-là. Malgré l'aide d'urgence de la Banque centrale européenne, la panique n'est pas évitée. Tous les Français se ruent auprès de leur banque. Bientôt, au guichet ou au distributeur, les files d'attente se multiplient. Un seul mot d'ordre, sortir ses euros. Pourquoi vous faites la queue là devant la banque ? Et parce que je me suis déjà fait avoir il y a 2 mois en Italie, donc là, j'ai pas envie de me faire avoir la 2e fois. Donc là, je retire tout. C'est en fait un peu la panique, là, tout le monde retire, et puis moi je ne veux pas être la dernière à retirer, donc je vais prendre tout mon argent. Moi je leur fais pas du tout confiance, je fais pas du tout confiance aux banques. Je vais croiser les doigts pour qu'il y ait encore assez de coupures dans le distributeur pour tirer un maximum d'euros pour les garder auprès de moi parce que vraiment j'en ai besoin et ça me rassure en fait. Retirer des euros, les planquer chez soi et attendre. Les options sont multiples et les techniques éculées, mais tout est bon pour se rassurer. Il y a des paniques, les banques ferment leurs guichets temporairement, leurs agences, temporairement jusqu'à temps que la panique cesse. Après, on explique aux gens que, voilà, pour retrouver leur argent, mais dans le temps. Il n'y a pas d'autre manière de faire, hein, sans quoi ça veut dire qu'on serait obligé d'aller demander aux gens à qui on a fait crédit de rembourser immédiatement, ce qu'ils ne peuvent évidemment pas faire. Donc c'est la logique interne et légitime du système.
Pour calmer les esprits et endiguer cette fuite des capitaux, le gouvernement impose un rationnement provisoire aux Français, des retraits limités à 1 500 € par mois et par personne, ainsi qu'un contrôle d'échange, l'interdiction de sortir des billets et de virer des fonds à l'étranger au-delà de 5 000 €. Des limites et des contrôles, les Français vont devoir renouer avec d'anciennes pratiques. Le dernier carnet de change remonte à 1983. Sans ce carnet de change, il ne vous sera plus possible désormais de passer la plupart des frontières. N'oubliez pas que ces 2000 francs en devises ne vous seront délivrés qu'une seule fois dans l'année. Si vous souhaitez vous offrir un nouveau voyage à l'étranger, il faudra soit économiser sur cette somme, soit vous contenter de 1000 francs en argent liquide, seuil de tolérance pour lequel le carnet de change n'est pas obligatoire. Le contrôle d'échange s'imposait, hein. C'est une mesure extrême qui s'impose, mais qui règle rien sur le fond et qui ne ramènera pas forcément de la confiance dans le système européen. Un mois après la sortie de l'Italie, cette fois, c'est à l'économie réelle de la France d'être touchée. En dévaluant la lire, le coût du travail et le prix des produits sont presque 30% moins chers côté italien. Luxe, maroquinerie, automobile, nombreux sont les secteurs de l'économie italienne qui nous concurrencent directement sur notre territoire, mais aussi sur les marchés étrangers. Et de façon encore plus flagrante, dans l'agroalimentaire. Là, l'Italie va jouer pleinement sa carte. Et elle va la jouer aux dépens de ce que nous savons faire nous aussi, mais pour lesquels nous aurons évidemment des coûts supérieurs. En particulier dans deux domaines forts, le domaine des fruits et légumes, où là, une taille des croupières, et puis sur le domaine des produits viande notamment. Alors, tous les produits élaborés, évidemment, on pense beaucoup au jambon, à des choses comme ça, mais ça va bien au-delà. Donc là, on voit tout de suite, évidemment, la conséquence d'une sortie de l'euro pour les Italiens. Philippe Nicolas élève du bétail dans l'Ain. Ses clients, les abattoirs de la région, ne lui achètent plus ses bêtes, préférant celles des Italiens, 25% moins chères au kilo. Moi, j'ai besoin de les vendre 4 € pour couvrir mon prix de revient sans dégager aucune marge. Et j'ai en face de moi un éleveur ou un engraisseur italien qui, lui, est capable de proposer le même produit avec la même qualité à un prix de 3 €. C'est une chaîne sans fin, c'est-à-dire que ce produit, je ne peux pas l'écouler parce que personne n'en veut. Nous, éleveurs, on est condamnés à une cessation totale de l'activité dans des conditions financières qui vont être des conditions de banqueroute. Il n'y a pas d'autre alternative que ça, il n'y a pas d'autre solution que ça. Ce n'est pas une catastrophe à terme, c'est une catastrophe immédiate. Acculés, les agriculteurs se mobilisent en action coup d'éclat et bloquent les routes pour empêcher leurs concurrents italiens de pénétrer le territoire français. De leur côté, les industriels et les grands patrons réclament des subventions pour compenser l'avantage concurrentiel des entreprises italiennes. Vous allez avoir les grandes entreprises du MEDEF qui vont demander immédiatement à être reçues par M. François Hollande ou par M. Manuel Valls et qui vont lui dire, écoutez, nous ne pourrons pas résister à l'impact de la dévaluation de l'Italie, à la fois sur notre marché intérieur et sur nos marchés d'exportation. Donc, soit vous diminuez les coûts salariaux en France de 20% ou de 25%, soit il faut aussi qu'on dévalue. Il faudrait que la France ait les moyens de subventionner les entreprises, parce que la France se trouve à l'heure où nous parlons avec un déficit qui s'annonce pour 2014 de l'ordre de 5% du PIB, et aggravé encore par la situation, 5 à 6, on n'a absolument pas les moyens de subventionner qui que ce soit. L'État veut aider les banques et les entreprises, freiner à tout prix la contraction de l'économie. Il lui faut de l'argent, et vite. La puissance publique cherche à emprunter cet argent dont elle a urgemment besoin. Elle se tourne vers les marchés et ses prêteurs habituels. Il
faut imaginer qu'un État discute avec les marchés financiers, les investisseurs, les fonds de pension, ceux qui achètent les dettes, comme un particulier discute avec sa banque de proximité pour acheter un appartement ou pour réfléchir sur des placements. C'est exactement la même relation, et cette relation, à 90%, elle est fondée sur un mot, la confiance. Sauf que depuis 3 mois, les investisseurs ne nous font plus vraiment confiance. Ils redoutent que la France suive l'Italie, sorte de l'euro et s'engouffre dans une crise économique violente. Et plus que tout, que nous ne puissions plus les rembourser. Alors, pour prêter à nouveau à la France, les créanciers habituels veulent être payés plus, beaucoup plus, avec une prime de risque. Ils demandent des taux de rendement bien plus élevés. Ce jeudi matin, personne ne veut nous prêter à moins de 12%. Avec un tel taux, le coût des intérêts de la dette atteindrait 1,5 fois le budget de l'éducation nationale. C'est intenable, l'État ne peut tout simplement plus se permettre d'emprunter sur les marchés financiers. Si personne ne veut prêter à l'État français, il faudrait que la Banque Centrale Européenne achète cette dette française finalement. Il faudrait que la Banque Centrale directement agisse et finance en direct l'État français. Mais on voit qu'il y a toujours un problème de statut de la Banque Centrale, que ce n'est pas évident pour elle d'intervenir. Je rappelle que la Banque Centrale Européenne n'a pas pour mission de racheter des emprunts d'État. Qu'elle peut le faire, qu'elle l'a déjà fait, dans des conditions de crise exceptionnelles, mais c'est un débat qui est discuté à la Cour de justice européenne pour savoir si elle peut le faire de façon limitée ou illimitée. Mais il faudra de toute façon que la Banque Centrale Européenne et les marchés soient convaincus que la France mettra en place une politique de réforme, en somme, que cela en vaut la peine. On a parfois le sentiment que les efforts se relâchent rapidement, les efforts pour mettre l'Europe sur une base durable. Et il ne faut pas qu'il y ait ce relâchement. Les réticences à prêter à la France sont les mêmes du côté du Fonds monétaire international. Christine Lagarde, sa présidente, doute des capacités de la France à se maintenir dans la zone euro. On comprend pourquoi on reparle de créer une banque centrale indépendante, de revenir à une nouvelle monnaie, parce que ça serait une des solutions, pas idéale, mais comme personne ne veut prêter à l'État, eh ben le mieux, le plus facile, la solution la plus facile, c'est d'imprimer des nouveaux billets et d'assurer finalement le financement de l'État en créant cette monnaie. Se prêter à soi-même en créant l'argent dont on a besoin, autrement dit, faire marcher la planche à billets. Sauf que cette opération est interdite par les traités qui régissent l'euro. Pour s'en affranchir, il faudrait précisément quitter l'euro. Ce vendredi, dans l'après-midi, le président de la République annonce une intervention télévisée au journal de 20h. Quelques heures plus tard, il l'annule. Les rumeurs parlent d'une sortie en catastrophe. C'est la panique. Dans la panique, on peut faire des erreurs. La principale erreur, c'est d'annoncer quelque chose qu'on ne fait pas. Il vaut mieux faire les choses et les annoncer. En plus, c'est extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annonce des réformes de structure absolument énormes pour essayer de regagner la confiance? Ça veut dire porter l'âge de la retraite à 70 ans, réduire la durée d'allocation chômage à 3 mois au lieu de 2 ans. Ça veut dire réduire le salaire minimum des jeunes à le SMIC moins 30%, c'est toute une série de réformes qui seraient nécessaires dans la période de crise dans laquelle on est pour regagner la confiance des prêteurs, parce qu'après tout, on appelle les marchés, mais c'est les prêteurs, c'est ceux qui nous prêtent de l'argent, et ils demandent ça. C'est une folie, mais ils le demandent. Donc soit il annonce ça, soit s'il ne l'annonce pas, parce qu'à la fois il trouve ça pas bien, il trouve ça injuste, et en même temps, il pense que jamais un Parlement ne votera ça, eh bien il n'a qu'une seule façon, c'est débrancher la prise, et de sortir du système et de dire au marché, je ne vous paye plus, je ne vous rembourse plus. Donc je sors de l'euro et je ne vous rembourse plus. Dans ce cas-là, il vaut mieux le faire avant de le dire. Nulle part dans les traités européens, il n'est prévu de disposition pour sortir de l'euro. Pendant tout le week-end, le chef de l'État consulte, il prend les avis. Va-t-il sortir du système ou décider de réformes de structure considérables pour y rester? A-t-il encore le choix? À l'heure où nous parlons, je suis sûr qu'en France, il n'y a pas grand monde qui aimerait être au gouvernement. Ni Marine Le Pen, ni la droite, ni ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui qui seraient très contents d'être ailleurs. Dimanche à 16h, les délégations des pays membres convergent en urgence à Bruxelles pour une séance extraordinaire. La France va quitter l'euro. François Hollande a tranché.
Il doit avertir ses partenaires européens de cette décision unilatérale, lourde, qui pèsera forcément sur l'avenir de l'euro, sur l'avenir de l'Europe. Si un pays commençait à penser à sortir de l'euro, les autres pays ont des questions légitimes et il va faire pression politique légitime à ce pays parce que c'est contre les engagements européens de ce pays et c'est contre des accords communs entre les États membres de la zone euro. France Info, le réflexe info. Quentin Dickinson, bonsoir. Vous êtes à Bruxelles. On parle d'une réunion d'urgence du Conseil européen. Oui, à l'heure qu'il est, ce n'est plus vraiment une rumeur. Je puis vous confirmer l'arrivée ici, il y a quelques minutes, du président de la République, qui n'a pas cette fois, et contrairement à son habitude, échangé quelques plaisanteries avec les journalistes présents. Il faut dire que cette réunion sera probablement le moment le plus dur d'un quinquennat qui n'en manquait déjà pas. Avant François Hollande était arrivée Angela Merkel, visiblement exténuée par les heures qu'elle vient de vivre. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ce soir doit se sentir franchement amer du naufrage inévitable d'une monnaie commune et d'un projet politique auquel il aura consacré une grande partie de sa vie. La décision de cette nuit consistera vraisemblablement à décréter un gel du taux de l'euro contre le dollar, le yen, le yuan et la livre sterling. À Bruxelles, Quentin Dickinson, France Info. France Info. C'est historique et c'est dramatique. Moi, je n'ai jamais vécu ça auparavant. Jusqu'ici, depuis 25 ans que je m'occupe des affaires européennes, on a essayé tant bien que mal de bâtir, de construire, d'aller de l'avant. C'est la première fois qu'il y a un coup d'arrêt avec un retour en arrière aussi dramatique. Bonjour à tous, merci de nous suivre pour cette édition spéciale. Tout d'abord, sachez qu'aucune solution de dernier recours n'a été trouvée cette nuit à Bruxelles auprès de nos partenaires européens. C'est par un communiqué de l'Elysée que François Hollande a choisi de s'exprimer il y a quelques minutes, à 5h45 précisément. La déclaration du chef de l'État est concise et historique. La voici. La France retrouve sa souveraineté monétaire. Le franc euro devient la monnaie nationale. Il remplace l'euro au taux de 1 franc euro pour 1 euro. La loi de 1973 interdisant à l'État d'emprunter auprès de la Banque de France est abrogée. Cette décision est provisoire. Elle prend effet immédiatement. Pour les détails, eh bien, il faudra patienter jusqu'à ce soir, 18h. Le président de la République a annoncé une conférence de presse exceptionnelle à l'Elysée. Si l'on pouvait bien sûr s'attendre à cette décision depuis les événements des dernières 48 heures, l'onde de choc reste considérable. Voilà, sans nul doute, une nouvelle ère économique qui commence ce matin, au moment où la France se réveille. Je l'ai pris en buvant mon café comme tous les matins devant la télé. Donc première chose qui nous saute au visage, c'est ça. Voilà. C'est une mauvaise nouvelle parce que c'est voilà, comme ça, on se lève le matin, ça vous tombe dessus. Bah, on n'est pas prêt évidemment, du jour au lendemain comme ça. Mais bon, on va essayer de s'adapter. Mais c'est pas simple. À 6h, comme tous les matins, Jean Ribéraud ouvre sa boulangerie parisienne. Mais aujourd'hui, il doit aussi changer de monnaie. On est repassé au francs ce matin. On est repassé de l'euro au franc cette nuit. On continue à payer en euros en attendant que, voilà, que ça se passe. Mais voilà, c'est un peu ennuyeux, mais bon. 40 chouquettes, donc ça fait 20 euros, non 20 francs maintenant. On a vu la préparation qu'il a fallu pour passer du franc à l'euro. En 24 heures, revenir en arrière. Ça bouleverse toute la politique économique. Après tout ce qu'on nous a promis avec l'euro. Bon, wait and see. Merci beaucoup. Alors un croissant, c'est 1 franc 20 ce matin. Merci, bonne journée, à bientôt. Je pense que c'est très bien, parce que le franc, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Que l'euro nous a vraiment nous a mis dans une catastrophe économique complètement. J'ai entendu 2-3 mots se dire dans le RER, sans comprendre évidemment de quoi il s'agissait, tellement ça nous tombe dessus comme ça. Bon, apparemment c'est une décision qui a été prise du jour au lendemain, ou tout du moins sans faire appel à la population.
Donc après, à voir si on y gagne ou pas, si on peut essayer de retrouver un petit peu de pouvoir d'achat à travers cette décision qui a été prise justement hier. Voilà. À partir d'aujourd'hui, tous les échanges de notre économie se font donc en francs-euros et tous les contrats antérieurs sont automatiquement valables en francs-euros. Vous étiez payé 1 500 € par mois, vous toucherez 1 500 francs-euros. Le remboursement de votre emprunt à la banque s'élevait à 800 €, il vous coûtera 800 francs-euros. Vos économies de 12 000 € sont transformées en 12 000 francs-euros. La baguette de pain, la consultation chez le médecin, la cantine des enfants, les voitures allemandes, le textile turc, tout se paye maintenant en francs-euros. Pour les Français, la première difficulté est d'ordre pratique. Avec quoi va-t-on payer ses achats quotidiens et comment les commerçants vont-ils les encaisser? Qui a de la monnaie aujourd'hui? Qui a des francs? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des francs ce matin dans leur porte-monnaie. C'est aberrant, quoi. Donc comment ça se passe? Les gens, ils arrivent avec des francs, ils arrivent avec des euros, j'accepte les francs. Enfin, comment ça se passe, ça, concrètement? Moi, je n'ai que des euros dans ma caisse. Personne n'a produit des billets alternatifs au cas où on sortirait de l'euro. Donc, on n'a rien en échange le lendemain. Donc, ça veut dire que les gens ont toujours des euros et que l'euro a toujours valeur légale. Ils n'ont rien d'autre. Qu'est-ce qu'on leur donne? Des billets de Monopoly? On n'a rien d'autre. La France doit donc fabriquer des billets en francs et vite. En 2002, pour passer du franc à l'euro, il nous avait fallu 3 ans. Cette fois-ci, le gouvernement a promis une nouvelle monnaie dans 90 jours. D'ici là, il décide de tamponner des billets d'euros pour les transformer en francs. Pendant cette période de transition, les deux monnaies vont coexister. La Banque de France ouvre un guichet et elle va pendant quelques semaines faire circuler des billets avec un tampon dessus. Simple tampon de caoutchouc. Ceci est 1 franc, ou ceci c'est 20 francs, ceci c'est 50 francs. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, techniquement, c'est une opération, certes, un peu lourde, mais qui est très simple à faire. De prime abord, sur notre territoire, rien ne semble avoir changé, à part le nom de la monnaie. Mais à l'extérieur, sur le marché des changes, la devise française dégringole. Elle se déprécie par rapport aux autres monnaies, notamment par rapport à l'euro. Lundi à 9 h, 1 franc euro vaut 1 €. À 16 h, il faut donner 1 franc 20 pour avoir 1 €. Le lendemain, 1 franc 26. 3 jours plus tard, il faut dépenser 1 franc 33 pour se payer 1 €. Autrement dit, se faire tamponner un billet de 100 € revient à le transformer en 100 francs euros, mais ce billet ne vaudra que 75 € à l'étranger. Certains commerçants commencent donc à afficher 2 prix pour leurs produits, en monnaie nationale et en monnaie étrangère. Alors par contre, je ne vous ai pas demandé à combien elle est. Alors, la cravate, c'est 50 €. D'accord. Et sinon, en francs euros, c'est au taux du jour. Parce que vous faites le taux tous les jours. Oui, tous les jours, on calcule le taux pour être au plus juste. Ah mais ça, c'est pas mal, parce que quand même, vous êtes rare à le faire. Le taux du jour, c'est 1,33 €. Donc je vais vous dire combien ça fait. 50 € fois 1,33 égale 66 francs euros 50. C'est le taux du jour. Exactement. D'accord. Bon, et ben moi, pour tout vous dire, j'ai gardé quelques euros de l'époque. Donc je préfère de loin vous payer en euros. 50. Voilà. Merci madame. 4 jours après le retour au franc, les consommateurs prennent conscience de la dévalorisation de leur nouvelle monnaie. Là où ça se complique, si ça ne l'était pas déjà suffisamment, c'est pour les pièces de monnaie. On ne peut pas les tamponner. Pour l'instant, ce sont aussi bien des francs euros que des euros. Débute alors l'ère du grand bricolage, où chacun de nos achats quotidiens devient un exercice. Ça fera 1 franc 20, s'il vous plaît. Ok. On a que des euros. Donc on vous paye en euros, c'est pas 1 franc égale 1 €, ça change rien. Mais j'ai regardé le taux en fait, et le taux du jour, c'est pas 1 franc est égal à 1 €. Hein. Vous me donnez 2 €, je vais vous rendre 80 centimes, 2 francs. Non, mais on a regardé, on a téléchargé une application. 1 € au cours du jour, c'est 1 franc 33. 1 €, ça vaut pas du tout 1 franc. Payez-moi et je vais vous rendre la monnaie, vous verrez.
Merci beaucoup. S'il vous plaît. C'est votre monnaie. Il n'y a que 80 centimes. Ouais. Bah, il manque 30 centimes, donc sur passer les 30 centimes, vous êtes capable de donner une pièce de 20 et une pièce de 10 en plus. Là, on perd 30 centimes. Demain, on perdra combien? Monsieur, je fais 250 à 300 cafés par jour. 300 conversions, c'est impossible sur des petites sommes comme si, 2 clairement, francs, vous 2 faites la euros. conversion à votre avantage et vous dites, bah, je fais 300 cafés, 30 centimes, bam, 90 € dans ma poche. Je devrais pouvoir, mais je ne peux pas. Voilà. C'est hyper compliqué parce qu'il y a les taux de change, parce qu'il y a une conversion, parce que le taux de change change tous les jours et qu'on n'y comprend rien, qu'on ne peut pas rendre la monnaie qui n'existe pas encore et les gens ne comprennent pas ça. Et enfin voilà, donc moi je fais comme je peux, je suis en première ligne et voilà, je subis. Avec un franc dévalué, tous les produits importés deviennent plus chers et la France est très dépendante de ses achats à l'étranger. Jusqu'à présent, les importations s'élevaient à un peu plus de 500 milliards d'euros chaque année. Le budget des ménages est sérieusement touché. Les Français accusent le coup. C'est le consommateur qui va payer l'inflation de 20%. D'évaluation, ça veut dire inflation sur le pouvoir d'achat, 20%. Ça veut dire augmentation de tous les produits importés d'au moins 20%. 20% plus cher le carburant, 20% plus cher les oranges, les produits d'art de la table, l'équipement de la maison, l'équipement de la personne, tout ça, ça flambe de 20%. Et vous n'êtes pas obligé de la répercuter, cette hausse? Bien sûr que tout le monde est obligé de la répercuter. Personne n'a 20% de marge sous le pied pour aucune entreprise, ni industrielle, ni de distribution, n'a ça sous le pied. Personne n'a cette rente. Donc forcément, c'est le consommateur qui paye. Cette hausse des prix à la consommation, Gérard Calca s'inquiète de la subir de plein fouet. Jeune retraité, il perçoit une pension de 1 928 francs euros. C'est sa seule source de revenus. Gérard n'a aucun patrimoine, pas d'appartement et il n'a caché aucun billet d'euros sous son matelas. Avec le passage au franc, ses charges fixes incompressibles ont grimpé pour atteindre 93% de sa pension de retraite, réduisant son pouvoir d'achat à peau de chagrin. Ça veut dire qu'il me reste 134 francs, ce qui est vraiment très faible. Ça mène pas loin. La moindre catastrophe, le moindre accident de parcours, je ne peux pas l'assumer. Je veux dire, je ne peux pas, je ne l'ai pas prévu. Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je fais? Dépenses de santé, cadeaux pour les petits-enfants, Gérard doit faire attention à tout ce qui est jugé dorénavant superflu. C'est la machine à laver le linge qui a rendu l'âme. Je n'irai pas l'acheter neuve, donc je vais aller sur les sites d'occasion. J'avais l'impression de faire pouvoir plus de choses avant, avec l'euro. Mes revenus étaient fixes, là je ne sais pas s'ils vont le demeurer, donc j'avais quand même l'impression de vivre normalement. Direction le lavatory. Tous les malins, et innombrables malins qui depuis plusieurs mois savent que ça pourrait se terminer comme ça, ont sorti leur argent et sont en euros. Et seuls les plus pauvres ne l'ont pas fait et se trouvent avec des euros devenus des francs qui valent rien. Et n'ont même pas les moyens de payer la moindre chose qui contient un produit importé. Or, on ne peut pas dire qu'on va vivre seulement sur les produits français parce que tout a une partie qui vient de produits importés. Donc, quoi qu'il arrive, tous les prix vont augmenter alors que la valeur de la monnaie va baisser. Petit malin, c'est indéniablement la catégorie de Benjamin Karl. Journaliste La Semaine, il arrondit ses fins de mois en se rendant tous les week-ends en Belgique pour voir sa fiancée et faire quelques achats qu'il revend ensuite à ses amis, de plus en plus nombreux. C'était quoi toi déjà? L'iMac. Je pense que c'est celui-là, attends je regarde, Fabrice, l'iMac, ben oui c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. très bien. Donc tu m'avais payé l'avance, c'était 2600 euros. Donc comme je te disais, il y a ma commission de 10%, donc c'est 260 euros. Ok. T'as besoin d'autre chose peut-être pour les prochaines fois si jamais... Je serais intéressé par une tablette. Les revendeurs chez qui je vais d'habitude à Bruxelles, c'est souvent soit Samsung, soit Microsoft, soit Apple. Ouais, Microsoft. Microsoft? Ouais, peut-être. Attends, je vais juste regarder le prix. Eh bien, elle est à 500 là. 500. D'accord. En France, elle est à combien? 650. C'est toujours 30% plus cher. Donc même avec ma commission, tu gagnes toujours 20%. Ok. Ça te semble bien? Ouais, ça m'intéresse. Super. Belle affaire? Ouais. Allez. Salut. Bien heureux ceux qui avaient réussi à planquer des billets d'euros. Ici,
Dans l'appartement de Benjamin, toutes les transactions se font en billets non tamponnés. De l'euro, du vrai. Je me retrouve avec une image un peu de dealer de produits high-tech. Finalement, j'ai plus l'impression de donner du pouvoir d'achat aussi à ceux qui me demandent les marchandises en France, parce que eux, ils les achèteraient pas ou plus cher. Et vous gagnez à peu près combien À titre personnel, je gagne pas grand-chose. Je prends 10% sur chaque produit. Je dirais que je peux gagner jusqu'à 1500 € par mois, comme ça. Jusqu'à 1500 € par mois. Ça paye les billets de train, premièrement. Et après, ça paye les week-ends quand je suis à Bruxelles ou que ma copine vient à Paris. Sur le front des exportations, la dévaluation du franc est une aubaine. Comme l'Italie il y a 4 mois, la France est devenue bien plus concurrentielle. Le voilà, le choc de compétitivité. Pourtant, pour certains exportateurs, l'embellie n'est pas si évidente. Car avant d'exporter, les entreprises importent des produits et des matières premières. Renaud Grandjean dirige une PME familiale de 320 employés qui fabrique des machines-outils de très haute précision. 90% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'export. C'est un fleuron de l'industrie. Nos produits sont complètement made in France, mais finalement, ils reposent sur des composants qui circulent un peu partout en Europe. Ce produit italien devrait nous coûter un peu moins cher, mais ce produit allemand va nous coûter plus cher. Donc ce produit qui est réalisé en Tchéquie, on ne sait pas encore trop. On a à faire face à un changement de tous nos prix de revient, à une instabilité chronique qui ne permet plus d'avoir des repères et de définir clairement nos marges, nos prix de vente, avec les risques que de perdre de l'argent, de voir des marchés bloqués. C'est une période de très très grande difficulté pour des exportateurs comme Redex. Avec le retour au franc, équiper son usine en machines étrangères dernier cri va aussi coûter beaucoup plus cher. Et impossible de leur substituer de l'équipement fabriqué en France, ça n'existe plus. Aujourd'hui, trouver des machines précises qui correspondent à nos besoins, il faut aller les chercher en Allemagne, il faut aller les chercher au Japon, dans des pays qui ont développé ce type de machines. La France n'est plus présente dans ces marchés-là et ne reviendra pas dans ce type de marché qui nécessite des développements longs, coûteux. Donc le retour aux France, c'est un frein à la modernisation de notre outil industriel. Nos clients ont stoppé la plupart des commandes. Ils attendent de voir quels sont les prix, quels sont les taux de parité qui vont s'établir entre les devises. S'ouvre une période d'incertitude, d'instabilité absolument dramatique qui pourrait même remettre en cause la pérennité de l'entreprise. C'est finalement le déclin de l'Europe qui s'annonce à travers cette sortie de l'euro. C'est quelque chose de dramatique à vivre que je ne pensais pas que notre génération allait connaître. D'autres difficultés apparaissent dans l'agriculture. Bien sûr, les exportateurs français gagnent des parts de marché. Mais nos désormais ex-partenaires européens ont du mal à s'en réjouir. Rappelons que la France vend à presque 60% au sein de l'Union européenne. Nos clients, notamment européens, ne cessent pas faire. Ils se disent, attendez, c'est quoi ce pays, la France? Il va nous inonder avec ses produits? Non, ça ne va pas marcher comme ça. Donc on va trouver tout un tas de choses pour freiner nos exportations sur ces pays-là. Le Conseil des chefs d'État et le Parlement européen ont demandé qu'on réévalue, ou plus exactement qu'on dévalue, la contribution financière de la PAC qui devait revenir à la France. Eh oui. Il y aura à l'évidence des résistances de l'industrie allemande. Elle ne se laissera pas faire, notamment dans les secteurs qui souffrent le plus de l'avantage compétitif de la France. Cela créera certainement une tension politique en Allemagne. Je ne veux pas le minimiser. Mais très vite, les réalités économiques vont s'imposer à nouveau et cela motivera notre industrie à regagner en compétitivité, être encore plus productive. Cela nous obligera à pousser encore plus loin les réformes. En fait, la France s'est tiré une balle dans le pied. On a beaucoup d'investisseurs étrangers qui sont aujourd'hui plus présents en France, qui physiquement ne veulent plus investir en France ou sont sortis de la France. On a eu quand même aussi quelques clients qui ont fait faillite, qui ont fermé, clairement. Donc on est face à une incertitude qui bloque complètement les décisions d'investissement de nos clients.
En panne d'investissement, l'économie française se contracte. Les multinationales, qui ont des filiales partout dans le monde, préfèrent développer leurs activités hors de France. Il faut savoir qu'un pays qui sort de la zone euro est un pays qui décide de se sauver, mais de s'isoler. Et donc, à l'échelle d'un grand groupe mondial comme le mien, on décide collectivement de recruter plus de gens, d'investir plus de ressources dans les pays qui offrent des perspectives de croissance plus visibles. Et là, la France est déconsidérée. La France, on ne la reconnaît pas. On ne sait plus où est la politique économique de ce pays. On ne sait plus où est son ambition. La France se replie sur elle-même. Et ça fait douter quand même beaucoup nos partenaires. Et d'ailleurs, je note que depuis plusieurs mois maintenant, au Conseil européen, la France a perdu sa place. Bien sûr, le président français n'assiste plus à la réunion du Conseil de la zone euro, qui se tient toujours en marge du Conseil européen. Le retour au franc a un coût politique. Un pays qui renie ses engagements sur la zone euro s'attire les foudres des autres participants. Mais cela va au-delà, c'est tout l'édifice communautaire qui vacille. C'était une crise pour la France et aussi pour l'Europe. L'euro a été le projet politique le plus important de l'Union européenne pendant les dernières décennies. Donc, si il y avait une fissure forte entre les pays euro, c'était certainement une crise fondamentale pour toute l'unité européenne. Trois mois après le retour des francs, les nouveaux billets et pièces sont prêts. C'est un exploit. Cela a coûté 4 milliards de francs aux finances publiques, mais ça valait le coup. C'est considérablement plus pratique que de jongler avec deux monnaies. Les premières maquettes de billets ont été pensées à l'effigie des personnalités préférées des Français. Danny Boone, Omar Sy, Jean-Jacques Goldman, Yannick Noah. Ces propositions avaient déclenché un tel tollé. Imaginez des personnalités qui n'étaient pas françaises depuis 17 générations, qu'une décision plus consensuelle, plus politiquement correcte avait été adoptée. On mettrait des femmes célèbres. Des femmes, symbole d'une monnaie qui ne vaut plus grand-chose, les Françaises apprécient la subtilité du raisonnement. En revanche, à l'arrivée des beaux jours, la France bon marché, bradée, disent certains, fait le bonheur des étrangers. Les gens qui vont y gagner dans les semaines et les mois qui viennent, c'est l'industrie du tourisme. Parce que venir passer des vacances en France sera meilleur, à la fois pour les étrangers et pour les Français, pour qui passer des vacances à l'étranger sera plus difficile. Donc l'industrie du tourisme et tout ce qui va avec sera le vainqueur. Mais je ne vois pas beaucoup d'autres industries qui puissent se tirer véritablement positivement d'une situation aussi difficile. Aujourd'hui, avec le TGV, Paris n'est qu'à 3 heures de l'Allemagne. On peut y aller pour le week-end. Alors sans doute que pendant quelques temps, les trains seront remplis d'Allemands. La rentrée s'annonce particulièrement délicate. Les entreprises ont vu leur carnet de commandes se vider. Elles sont en situation grave, presque de survie. Elles ne peuvent plus embaucher, ne remplacent pas les salariés qui partent à la retraite, ne renouvellent plus les temps partiels, elles licencient. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, explose. Il atteint 5 millions, 15% de la population active. Vous arrêtez d'investir. Et donc, si vous arrêtez d'investir, pour attendre de comprendre, vous allez immédiatement avoir un effet sur le chômage, parce que moins d'investissement, ça veut dire moins d'emplois, ça veut dire plus de chômage, et vous allez avoir évidemment une montée forte du chômage dans notre pays, en plus d'une chute de la consommation, puisque vous aurez une perte de pouvoir d'achat. Ça veut dire que nos propres entreprises sont, si ce n'est désertées par les consommateurs, du moins elles sont dans une phase décroissante de chiffre d'affaires. Et quand le chiffre d'affaires décroît, automatiquement, c'est la paralysie de l'investissement. On est attentiste. Et ça veut dire que nos fournisseurs ne trouvent plus de débouchés à travers nous. J'insiste, pour moi, c'est le scénario catastrophe. Mais ce n'est déjà plus un scénario. Plus de gens au chômage, c'est moins de gens qui consomment, c'est donc moins de croissance pour les entreprises, qui à nouveau licencient.
comme une spirale récessionniste qui s'emballe. Quand des entreprises ferment et que le nombre de demandeurs d'emploi augmente, l'État perçoit moins de recettes fiscales. Or, la puissance publique a dépensé 166 milliards de plus que ce qu'elle a gagné l'année dernière, environ 5% du PIB. Elle doit donc réduire de 166 milliards de francs ses dépenses. La préparation du prochain budget se fait dans la douleur. C'est un budget infaisable. C'est un budget où il va falloir faire des économies beaucoup plus importantes que celles qu'on avait fait. Il va falloir couper les subventions aux collectivités territoriales, geler totalement l'avancement des fonctionnaires, ne plus recruter un seul fonctionnaire. Si on n'est pas prêt à faire des réformes de ce genre, eh bien, il faut faire un impôt massif sur l'épargne des gens et dire je vous prends 5% sur votre patrimoine. Et même si votre patrimoine, c'est des logements, j'en ai rien à cirer, vous vendez votre logement et vous me payez 5%. Et personne n'est prêt à le faire. Nous allons couler. Plus aucun budget n'est sanctuarisé, ni celui de la défense, ni celui de l'éducation nationale. L'État doit procéder à des coupes franches. Le gouvernement annonce son intention de réduire certaines prestations sociales. Il veut fermer une centaine d'organismes publics et plusieurs chaînes de France Télévisions. Ironie de la situation, la France est contrainte à des mesures d'austérité bien plus conséquentes que celles dont elle avait voulu se dégager en sortant de l'euro. Les décisions qu'il fallait prendre n'ont pas été prises. Il n'y a aucune raison que les salariés soient encore la victime. On est dans une situation, effectivement, où jusqu'à quand les gens sont prêts à accepter certaines choses. Et il arrive un moment où les gens n'ont plus rien à perdre. Et quand on n'a plus rien à perdre, c'est là qu'on rentre dans une zone qui est une zone, par définition, certains peuvent dire peut-être une révolution, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais en tous les cas, quand vous n'avez plus rien à perdre, et que vous n'arrivez plus à vivre, que les services publics ne fonctionnent plus, à un moment donné, vous avez envie de tout casser, quoi. Et c'est humainement normal. La France aura à faire face à des mouvements sociaux considérables. Il est très difficile de prévoir ce que seraient les réactions de la population si la France devait se retrouver déclassée, comme un pays de seconde zone. Ces annonces de réduction drastique soulèvent le pays tout entier. Salariés du privé, du public, retraités, mais aussi chômeurs et chefs d'entreprise ne peuvent s'y résigner. Pas plus que les parlementaires. Qu'attendez-vous pour vous en aller des territoires? Ils refusent de voter le budget et les textes prévoyant les économies à réaliser. Un véritable chaos politique. Depuis septembre 2014, en France, personne ne veut gouverner. La droite ne veut pas gouverner parce qu'elle n'est absolument pas prête, elle n'a pas de programme, elle n'a pas réfléchi en raison de son échec, elle n'a rien fait. La gauche ne veut pas gouverner parce qu'elle se trouve impopulaire. La seule qui veut gouverner, c'est Marine Le Pen. Mais est-ce que le président de la République va démissionner ou simplement dissoudre l'Assemblée qui ne veut plus voter les lois? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Est-ce que vous croyez-vous à ce scénario? Est-ce que ça va arriver? Je pense qu'un éclatement de la zone euro, sous quelque forme qu'il soit, aura lieu d'ici la fin de 2015. Donc à votre question, est-ce que je crois à un schéma versus 2011 qui envisagerait un éclatement de l'euro? La réponse est non, parce qu'un chemin a été parcouru. À la question est-ce qu'il demeure une menace? La réponse est oui. Quelle est cette menace? C'est aujourd'hui malheureusement la France. Je ne crois pas à la sortie de l'euro. En revanche, je pense qu'on va traverser encore de nombreux soubresauts avant d'arriver au stade de maturité de l'euro, c'est-à-dire une monnaie au service d'une politique économique. C'est travaillons plutôt entre Européens pour que ce bien commun qu'est l'euro, on lui enlève ses faiblesses. Il ne faut pas remettre en cause l'euro en tant que tel, mais il faut créer une autre Europe avec d'autres modalités de la construction européenne. Même les plus grands partisans de la sortie de l'euro seront les premiers à mettre leur propre argent de côté et à garder leur argent en euros. Quand on aura bien compris ça, on comprendra que la sortie de l'euro est une absurdité, un suicide
qui conduira la France à la déchéance absolue. L'Europe est-elle responsable de nos malheurs? Et si oui, est-ce souhaitable d'en sortir? Enfin, renoncer à l'euro, est-ce que ça veut dire quitter l'Europe? On en parle tout de suite avec nos invités.